Alors, cette question de l'intelligence artificielle, elle passe à travers la question algorithmique. Son pouvoir est grandissant. Aujourd'hui, la transformation par l'IA, c'est la nouvelle transformation numérique. Ça touche vraiment tous les secteurs. On a un cadre aujourd'hui en Europe qui s'appelle l'AI Act, qui est un cadre exigeant et qui fait une approche par les risques autour de l'IA. Je vous propose qu'on creuse ensemble ce sujet, qu'on voit jusqu'où on peut avoir le contrôle, quelles sont les limites aussi. Donc Corinne Narassien est avec nous, donc sénatrice, co-autrice du rapport parlementaire ChatGPT et après, bilan et perspective de l'intelligence artificielle. À côté de vous, Olivier Sénaud, qui dirige depuis 2021, merci beaucoup, l'innovation au sein du groupe DocaPost. Je ne vais pas vous représenter DocaPost, mais je peux repréciser peut-être que vous faites partie des membres fondateurs du projet européen Gaia X et vous êtes aussi advisor au sein de la Post Venture. Éric Caprioli, avocat à la Cour de Paris, docteur en droit, vice-président de la FNTC, donc tout le monde vous connaît, Éric Caprioli. Et puis Emmanuel Hertel qui nous a rejoint. Bonjour Emmanuel. Vous dirigez Innovation and Trust, qui est la Digital Factory du groupe Tessi, acteur européen de l'externalisation des processus métiers, à la tête de 500 développeurs. Vous pilotez le développement de solutions d'IA responsables, souveraines, mais si vous avez écouté le débat précédent, on va dire de confiance, pour des secteurs régulés. Alors, on peut commencer ensemble, Maître Caprioli, peut-être sur l'AI Act, puisque j'ai commencé à aborder la question. Quelles sont, selon vous, les avancées de ce texte, de ce règlement ? Alors, ce texte est très important puisque, vous l'avez dit, il y a une approche par le risque, ce qui est une nouvelle tendance depuis quelques années. L'approche par le risque, on l'a aussi dans le RGPD, on l'a dans toute une série de textes. Et je trouve que c'est une belle avancée de mettre le risque au centre des préoccupations pour arriver à un objectif, un résultat. Et c'est une avancée. Donc ici, on a 4 niveaux de risque. Je ne vais pas revenir sur la question, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que dès le 2 février 2025, eh bien, tous les risques inacceptables, c'est-à-dire interdits, sont régis par l'IA Act. Et ça, c'est très important puisque depuis donc cette date-là, on a eu une première strate. Deuxième strate, je crois qui est très importante aussi, puisqu'on a une application échelonnée de ce texte jusqu'au 2 août 2027. Ceci étant, grâce à nos amis de la Commission européenne, peut-être que ce délai va être repoussé. Je le dis ici parce qu'on a beaucoup de chance, c'est que les Américains pressent, la Commission réagit dans le mauvais sens. Maintenant, on se félicitait de ce texte, premier texte au niveau européen, au niveau international, eh bien peut-être demain reculade. Donc je vous demande d'être très vigilant sur ça. Donc application échelonnée. Et puis je crois que ce qui est très important, c'est que depuis le 2 août 2025, tout ce qui est modèle d'IA à usage général, ceci y comprenant ChatGPT, puisque Madame la sénatrice avait dit un très beau mot sur ChatGPT, c'est-à-dire sur le fait de ne pas avoir de mots suffisamment forts sur ne pas donner sa langue à ChatGPT. Elle avait eu ce mot qui était très joli. Bon, moi, j'aime bien les beaux mots et donc voilà, mais remercie parce que je n'y avais pas pensé. Mais en tout cas, c'est bien. Donc depuis le 2 février, le 2 août 2025, l'usage général est réglementé par des règles qui s'appliquent à tout le monde. Est-ce que vous en avez beaucoup entendu parler dans la presse ? Est-ce que vous en avez beaucoup entendu parler sur le marché ? Très peu. Par contre, on vous parle de ChatGPT, de copilote, on vous parle de toute une série de... Mais non, on ne nous parle pas des exigences. Et je crois que ça, c'est important parce qu'il y a toute une série d'axes qui ont été déterminés dans le cadre du règlement européen, notamment pour démontrer le respect des exigences de ce règlement. Et comment est-ce qu'on le démontre, ce respect des exigences ? Eh bien, tout d'abord par l'élaboration et la mise à jour de la documentation technique
Premier point. Deuxième point, information minimale à fournir sur les algos et tout le reste, quelles données on collecte et ainsi de suite, notamment dans l'annexe numéro 12 du RIA. Ensuite, établissement d'une politique qui respecte le droit d'auteur et les droits voisins, parce que tout le monde semble oublier la question des droits intellectuels, et je crois que c'est important de penser à ça, parce qu'il y a des résultats en bout de course quand on utilise l'IA. Et troisième élément, c'est l'élaboration et la mise à disposition d'un résumé détaillé des données d'entraînement. Mais qui se préoccupe des données d'entraînement? On scrape, on se fout de savoir qu'est-ce que ça va donner. Alors que c'est très important, ces données d'entraînement, d'autant qu'il y a une exigence. Donc ce que je voulais juste dire sur ça, c'est que si on met en œuvre ces données, c'est déjà quelque chose d'avancé. Ensuite, s'il y a un risque systémique sur ces IA à usage général, eh bien là, c'est toute une série d'exigences complémentaires. Ces exigences, c'est quoi? Mettre en place une politique de sécurité et d'évaluation des risques. Notifier les failles. Notifier les failles et toutes les pénétrations. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la garantie d'un niveau de protection. Et tout ça a pour but de préserver qui? Le end-user, c'est-à-dire l'utilisateur final. Et ça, c'est très important. Mais en même temps, on se préoccupe des utilisateurs finaux, mais je crois qu'il ne faut surtout pas oublier qu'il faut aussi prendre l'entreprise utilisatrice qui elle-même doit être protégée parce qu'elle peut avoir des sanctions. Et l'entreprise utilisatrice, c'est nous tous. Et ça, on a aussi oublié de mettre l'accent sur ces éléments. Je m'arrête sur ça parce que je crois que ce n'est pas la peine. J'ai vu Emmanuel réagir. Emmanuel Hertel, vous réagissiez sur... en fait, il y a un sujet. Vous êtes dans une digital factory, vous avez un sujet d'innovation, vous êtes obligé d'accélérer parce que voilà, c'est comme ça, c'est le mouvement actuel dans l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous gérez ce besoin d'accélérer, d'innover et cette nécessité aussi d'avoir cette approche par les risques, c'est de respecter les réglementations en vigueur aujourd'hui en Europe? Et l'exigence, par exemple, d'auditabilité des algorithmes. Ouais, alors, vous verrez que je vais réagir souvent, je crois. Mais parce qu'effectivement, moi, je suis dans l'ultra opérationnel. Et il est vrai qu'on ne parle pas... Nous, on a des systèmes avec les RAG qui nous permettent quand même de protéger tout ça. Enfin, on ne fait pas n'importe quoi avec l'IA. Je ne connais pas une entreprise aujourd'hui, en tout cas une qui aurait pignon sur rue, faire n'importe quoi avec l'IA, ça c'est sûr. Bien évidemment, il faut répondre... Je ne sais pas si les RAG, c'est familier pour tout le monde dans la salle. Mais... oui, vous avez raison. On m'a dit surtout, tu parles pas avec des acronymes. Et puis quelqu'un de Docapos, il n'y a pas très longtemps, m'a dit sois précise. Donc Emmanuel Hertel, les RAG, donc c'est une manière de faire de l'IA en utilisant ces données. Voilà, les données de l'entreprise. De manière sécurisée. Voilà. Et c'est vrai que on a différents points. Le premier, c'est une IA qui n'est pas auditable. C'est une IA qu'on ne sait pas défendre, de base. Vous évoquiez les 4 risques, on peut les reprendre rapidement. L'inacceptable, l'élevé, l'illimité. Enfin, le limité, le minimal. Nous, on ne va pas sur l'inacceptable, bien évidemment. On n'est pas dingue. Mais il est vrai qu'on a une obligation. La première, c'est que tout le monde aujourd'hui déploie de l'IA. Et pas de manière professionnelle. On évoque le chat GPT. Le chat GPT, c'est du B2C. Moi, quand mon enfant de 11 ans a une IA dans la poche, je ne considère pas que c'est un outil de travail. Pour tricher à l'école peut-être, mais en tout cas, pas pour faire du business. Donc il est évident qu'on doit y mettre des règles. Et c'est important, c'est-à-dire que si on ne peut pas auditer, alors on ne peut pas faire confiance. C'est la base. Et qu'aujourd'hui, sur cette partie-là, on fait, nous, extrêmement attention. C'est pas une option, d'ailleurs c'est écrit dans l'IA Act, hein, donc on peut pas s'amuser. Mais on avait un point important, c'est qu'on a fait un petit audit en interne. Personne n'est gêné par l'IA Act chez nous. Et on a regardé, KPMG a fait une étude, 46% des praticiens de l'IA disent que c'est pas un frein. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et effectivement, on a, nous, dans cette approche, le fait qu'on va tout traquer. On va traquer les décisions d'algorithmique à chaque étape de traitement. On va superviser l'humain de bout en bout. Et surtout de la data, d'où elle provient, ce qu'on en fait et pourquoi faire. Donc ça, c'est extrêmement important. Et tout est documenté de bout en bout. Voilà. Mais je le redis, tant qu'on ne peut pas... Donc vous dites que ce n'est pas un frein aujourd'hui? Ah non, pas du tout. Au contraire? Pas du tout. Le frein, il est celui qu'on en fait.
Ça peut être un argument même. Alors, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans une commission au Sénat, justement, où je parlais de la commande publique et où je disais arrêtez de nous mettre des normes surtout, partout, tout le temps, parce que c'est plus possible. Donc, le digital omnibus, je le vois un peu comme quelque chose de plutôt bien que de négatif. J'entends la pression des Américains, j'ai vu beaucoup de choses, mais je pense que le point, c'est être sérieux avec ce que l'on fait et les outils qu'on utilise. Et vous avez parlé de souveraineté. Nous, on a fait des choix depuis le départ, qui est de ne pas intermédier. Donc, ce sont nos data centers. Nous n'avons pas de partenaire, en fait, pour opérer le stockage, l'usage de nos IA. On a mis l'ensemble des matériels chez nous. Et donc, on fait extrêmement attention à tout ça. Mais c'est une pression, oui, c'est une pression. Et puis, la pression, elle est aussi, et ce sera aussi un bout de conclusion, c'est vous êtes tous des concurrents potentiels. Et ça, c'est un élément extrêmement fort. C'est qu'avant, on était nous les sachants. Je reparlais d'Ocapost ici. Par exemple, on arrivait tout le temps avec... C'est nous qui détenions la technologie et le savoir-faire. Aujourd'hui, on a des clients qui ont la techno, voire des téléphones qui volent. On a aujourd'hui, nous, la techno, et vous l'avez aussi. Et donc, dans l'auditabilité, c'est une auditabilité commune. C'est ce que nous, on va en faire et ce qu'on va vous délivrer, et ce que vous allez aussi en faire dans vos plans d'action, dans le traitement de vos processus métiers, par exemple. Madame la sénatrice, je posais la question si finalement cette création d'IA responsable par by design, comme on dit, non pas en français, mais enfin par nature, par défaut, en France et en Europe, du fait de la réglementation qui s'impose tout de suite à notre écosystème, est-ce que ça peut devenir un avantage compétitif ? Parce qu'on entend de plus en plus finalement, hein, c'est ce discours d'une IA autour de la sécurité, de la fiabilité, de la confiance qu'on pourrait porter, nous, Européens. Oui, absolument. Bonjour à toutes et tous. Alors, excusez ma voix, je me remets d'une petite extinction de voix, donc c'est pas très agréable, mais je m'en excuse. Oui, on a choisi en Europe, et c'est une bonne chose, après avoir été les premiers à réguler l'usage des données et la protection des données privées avec le RGPD, d'aller sur le domaine de l'intelligence artificielle avec l'IA Act. Et je crois en prenant en compte aussi les écueils qu'il y avait eu avec le RGPD. C'est-à-dire qu'il y avait quand même eu à l'époque aussi des problèmes sur le fait que c'était bien de réguler, mais il y avait eu quand même des conséquences immédiates un peu négatives, qui est qu'il y a eu des effets adverses sur la compétitivité. Même si ce qu'on a vu dans un deuxième temps, c'est que le cadre européen s'est imposé au niveau mondial, puisqu'on est un marché tellement énorme que finalement les entreprises elles vont pas commencer à utiliser de manière complètement différente leurs produits, ou faire des produits complètement différents pour les vendre sur le marché européen et ensuite pour les vendre sur le marché asiatique ou américain. Et je pense qu'avec l'IA Act, avec la régulation européenne, on doit aussi aller dans cette direction-là, même si les Américains, alors avec la présidence précédente, avec la présidence Biden, il y avait un début de volonté de régulation. Il y avait un executive order qui est arrivé, qui a été mis en place, mais évidemment avec l'arrivée de Donald Trump, tout cela est en recul, et en plus avec effectivement des big tech autour de Donald Trump qui l'appuie dans ce sens-là, parce que il y a vraiment une frénésie aux États-Unis d'être celui qui va conquérir le plus de marchés le plus rapidement, y compris au détriment de la qualité des IA, de la maîtrise même de leurs propres algorithmes, de leurs propres données, parce que finalement maintenant ils commencent à s'engueuler entre eux sur le fait qu'ils se cannibalisent les uns les autres, les données des uns et des autres, et qui est produit et qui sert de données, ce qui est produit par une IA et qui sert de données d'entraînement à une autre IA, etc. Donc tout ça devient un peu anarchique, même si du coup ils commencent un petit peu à discuter entre eux. Et en fait, ils règlent ça par le business. Exactement. Mais quand on a été avec la délégation parlementaire, avec les rapporteurs, on était donc 3 rapporteurs, enfin 4 à l'époque, parce que c'était avant la dissolution, aux États-Unis, parce c'est un rapport de l'OPEC, donc c'est le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce qu'on avait ressenti quand même assez clairement, y compris des acteurs privés, et on a été aussi voir OpenAI, et voilà,
ils se plaignaient de la régulation de manière un peu formelle, c'est-à-dire un peu pour le principe, mais quelque part, ils attendaient qu'on mette un cadre, parce qu'ils veulent pas de régulation, mais en même temps, ils sont quand même bien contents de pouvoir s'appuyer sur des régulations qu'on leur impose pour pouvoir dire, regardez, je suis conforme à ça, et donc, vous pouvez faire confiance à mon application. Vous pouvez faire confiance à l'infrastructure que je vous propose. Parce qu'ils se rendent bien compte qu'avec l'IA, il y a quand même énormément d'inquiétudes sur justement la question de la confiance et la question de l'éthique, avec les biais discriminatoires, les hallucinations qu'on connaît. On a vu avec les différentes, même ça arrive encore aujourd'hui, au fur et à mesure que Elon Musk il règle Grok d'un jour à l'autre selon ses humeurs, on n'a pas tout à fait la même fiabilité de réponse, voilà. Et donc tout ça, ils en sont conscients. Et donc finalement, je crois que même si ils font pression au niveau européen pour que ça se mette pas en place trop vite, parce qu'ils ont besoin justement d'être compétitifs et donc d'être prêts et de pas être dépassés par rapport à ces régulations, en fait, ils sont quand même bien contents qu'ils existent. Et c'est pour ça que je crois que au niveau européen, on pourra pas faire concurrence aux États-Unis ou à la Chine sur les IA générales, enfin le grand public, le B2C. Par contre, on a déjà un avantage avant l'IA générative, on avait déjà beaucoup de systèmes experts, parce qu'il y a quand même beaucoup d'IA très efficaces et beaucoup moins coûteuses en données et en énergie et en eau, qui sont aussi des IA métiers qui sont beaucoup plus utiles finalement. Donc il faut que nous on continue aussi à développer ça, y compris en y intégrant avec des IA hybrides, etc., avec les agents, etc., la part d'IA générative qui permet d'être encore meilleure sur le marché. Mais il faut absolument faire de la régulation un enjeu de compétitivité, un atout de compétitivité, et nous être à contre-courant de ce qu'on entend aux États-Unis, où on oppose régulation et compétitivité. Et ça, notamment dans des domaines comme la santé, l'énergie, les mobilités, où il y a vraiment des applications, quasiment de délégation de services publics, ou en tout cas un intérêt général extrêmement clair. On a absolument besoin d'être sur des IA éthiques, des IA de confiance, et je pense que c'est vraiment à l'Europe de poser ces jalons-là et de devenir le benchmark pour le monde entier. Olivier, donc en faire un atout de compétitivité de ce sujet de la confiance, on a tous envie de dire ok, on y croit, ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est pas si simple. Comment est-ce qu'on peut concurrencer aujourd'hui des big tech comme elles le sont, non seulement dans le secteur du cloud, mais de l'IA aussi? Je savais que j'aurais la question la plus difficile. Si je reformule la question, à savoir, est-ce qu'on peut fabriquer un chat GPT à portée mondiale, hébergé sur des infrastructures françaises? La réponse est, ça va être compliqué. On ne va pas se le cacher, ça va être compliqué. Maintenant, on peut détailler un peu cette réponse en plusieurs points, parce qu'il y a plusieurs aspects à considérer. Et je terminerai par la régulation. Le premier, c'est à quelle maille il faut réfléchir. Est-ce qu'on réfléchit à la maille française ou européenne? La souveraineté, il faut bannir ce mot. C'est un mot qui est assez détestable parce qu'il a de multiples interprétations, comme l'a expliqué Henri. On peut lui préférer l'autonomie stratégique ou la gestion des dépendances, qu'elles soient techniques, technologiques ou géopolitiques. Et là, c'est beaucoup plus facile à calibrer dans une matrice des risques. Donc cette indépendance technologique à la maille française ou européenne sont déjà les deux questions auxquelles on peut répondre pour établir un cadre de réflexion sur l'avenir de l'IA en Europe et la façon dont l'Europe peut répondre aux 2 ou 3 autres plaques, donc Chine, US et Asie-Pacifique. Deuxième point sur lequel on peut aussi réfléchir, c'est, comme l'a dit Madame Hertel, ChatGPT, c'est pas forcément pour les usages professionnels. On le voit aujourd'hui dans les entreprises, et j'ai aussi les 2 pieds dans l'opérationnel. La plupart des projets sont faits sur des LLM open source, verticalisés,
des SLM, donc des Small Language Models, donc des modèles beaucoup plus petits, beaucoup plus frugaux, à la fois en data et en fluide, et qui permettent de répondre à une problématique de l'entreprise, d'automatisation de ses process, de gestion de sa relation client, sans avoir à utiliser ni des infrastructures non-EU, ni des LLM non-EU. Ou si ces LLM sont non-EU, étant donné qu'ils sont open source, ils sont à la main de l'entreprise, sans liaison avec l'éditeur, à condition d'être dans une forme de licence qui autorise la transformation de ces open source. Et elles existent, il y en a plein avec Inface. Donc ça, c'est le deuxième point. Ce que l'on veut en faire, est-ce qu'on a besoin d'un marteau-pilon pour écraser une mouche dans une entreprise, en ayant en perspective la suite des événements avec l'IA générative? Aujourd'hui, beaucoup de sites web, d'outils de relations clients ont intégré de l'IA dans leur site web, de l'IA générative dans leur site web. Ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec ChatGPT et quelques autres très gros acteurs mondiaux, comme Booking par exemple, c'est que la tendance s'est inversée. Booking a branché ses bases de données temps réel, qui est la valeur ajoutée de Booking, directement dans ChatGPT. Donc maintenant, pour réserver un hôtel, vous tapez directement dans ChatGPT « Trouve-moi un hôtel à Clermont-Ferrand demain après-midi » et il va vous fournir les listes à jour de Booking. C'est un nouveau partenariat. Ça signe une tendance qui est l'extinction des sites web au profit de ces mastodontes. C'est le commerce conversationnel, on appelle ça. C'est le commerce conversationnel et va arriver d'ici quelques semaines, puisque les travaux sont très intensifs, les nouveaux protocoles de paiement. Donc vous allez pouvoir payer directement dans ChatGPT. Donc ça, c'est en cours, c'est le protocole GNAP, bon, pour ceux que ça intéresse. Donc c'est une autre tendance à prendre en ligne de compte, puisque les entreprises vont suivre cette tendance. Elles ne vont plus augmenter leurs outils par de l'IA générative. C'est l'IA générative qui va être au cœur des processus des entreprises. Et c'est là qu'il faut répondre aux questions posées précédemment. Quels outils, quelles infrastructures, ai-je besoin d'un marteau-pilon pour écraser une mouche? Oui. Voilà un petit peu le raisonnement plus technologique, géopolitique et économique. Et pour terminer et reprendre, parce que Eric m'a volé la citation que je voulais faire du rapport de Madame la sénatrice, pour éviter de donner sa langue au chat, donc à ChatGPT, qui est un très bon mot. En France, nous avons les talents, nous avons les ressources pour répondre à la question. Nous avons cette chance incroyable de disposer de l'open source pour créer des environnements technologiques avec une dépendance maîtrisée. Et puis, nous avons un cadre réglementaire qui arrive. Il n'est pas parfait, tout le monde le critique, c'est normal, parfois pour la forme, des fois sur le fond. Mais je vais vous faire un peu d'archéologie. Revenons très loin en arrière en informatique, en 2017, et l'arrivée de la blockchain et des cryptoactifs. 2017, c'était le Far West. Vous pouviez faire absolument tout et n'importe quoi. Il y a des très grandes affaires de vol de crypto-monnaies, d'arnaques en tout genre. La France a ouvert le pas, la loi Pacte, avec des sandbox, la Banque de France s'y est mise, l'Union européenne s'y est mise. Aujourd'hui, il y a un cadre réglementaire pour ces cryptoactifs qui font de la place parisienne l'une des premières places pour les cryptoactifs dans le monde. Parce que tous les acteurs économiques ont trouvé un terrain dans lequel il y avait la confiance au travers de cette réglementation. Donc oui, cette réglementation, elle a des inconvénients, elle est lourde à mettre en œuvre, elle donne des contraintes aux entreprises, mais elle permet de générer un cadre de confiance sur lequel tous les acteurs économiques peuvent s'appuyer. Emmanuel Hertel, vous vouliez ajouter quelque chose sur la différenciation européenne dans le domaine de l'IA? Oui, bien sûr. J'ai plein de trucs à raconter. C'est vrai. Allez-y. Alors moi, c'est dommage, je la connaissais pas la phrase. Désolée, je la ressortirai peut-être. Oui, effectivement, c'est pour continuer dans le propos d'Olivier, on a perdu le combat du LLM. Donc, je veux dire, on peut le faire comme on veut. 190 milliards d'investissements aux États-Unis, je crois 50 milliards pour l'Europe. On est tout petit, et ça va tellement vite. Et puis eux, ils sont en plus pouponnés par l'État, c'est-à-dire que la commande publique
passe sur les sociétés américaines et donc personne ne pourra rentrer. Donc nous, on a une protection que nous n'avons pas. Et la force de l'Europe, c'est l'union. Dans Europe, il y a Union européenne. Ce serait bien qu'on s'unisse. C'est évident qu'aujourd'hui, avoir un ou deux acteurs européens sur lesquels on met toutes nos forces, plutôt que d'essayer d'imaginer qu'on va sortir un acteur français qui fera la différence, c'est pas vrai. L'Union européenne, c'est une force, c'est une faiblesse, parce que justement, elle ne se met pas d'accord. Et comme elle ne se met pas d'accord, elle a beau faire des actes. La France décide avec l'ANSSI d'en refaire encore un peu plus par-dessus. Il y a des couches. Et là, on a des problèmes de compétitivité. C'est-à-dire que la France, on est concurrencé par d'autres et en même temps, on a nos normes à nous, c'est compliqué. Maintenant, c'est aussi une énorme force parce que on est avec, comme tu l'évoquais, Olivier, un point qui est la réglementation. C'est-à-dire qu'au moins, on peut dire qu'on respecte des choses et que ces choses-là ont une valeur sur le marché. Je le redis, le B2C s'en moque. C'est le B2B qui est important. Et on évoquait les micro-LLM, les tiny LLM. Nous, on a toujours la même phrase, c'est nous utilisons que des moteurs open source libres de droits d'usage commerciaux que nous mettons dans nos propres data centers et sur lesquels nous opérons avec la fameuse RAG pour pouvoir travailler. Donc, le principe, c'est tous ensemble, on est une véritable machine. On a des vrais sujets, comment on forme nos talents demain, nos talents qui doivent rester... aujourd'hui, nos talents, on le voit, ne restent pas en France. Ils partent. Alors, ils partent parce que Parcoursup, compliqué, ils vont faire des études à l'étranger, ne reviennent pas nécessairement. Donc, on va avoir un vrai sujet de talent. On va avoir un vrai sujet de transformation de nos métiers, tous. On pensait, il y a encore 5 ans, que tous ces qui étaient data scientists, c'était l'avenir. Puis aujourd'hui, on en a un peu moins besoin, de fait. On les a remplacés par l'IA. Et puis, au fur et à mesure, c'était les développeurs. Les développeurs étaient une catégorie sacrée. On parlait de divas. Pour ceux qui en ont chez eux. Moi, j'en ai quelques-uns qui sont encore des divas et qu'on est en train de remplacer progressivement. Donc, on ne recrute plus, mais on remplace ou on complète. Et puis, il y a l'IA agentique. Donc, on va avoir dans toute la gestion des processus comment, tu l'évoquais sur des exemples très B2C, mais sur nos métiers à nous, comment on va transformer nos métiers pour que, au lieu d'avoir un agent expert d'un processus, on ait peut-être un demi-agent expert du processus et une très belle IA totalement experte du processus. Et donc, il y a toute cette transformation-là qu'on va devoir opérer. Et elle ne va pas s'opérer qu'en France. C'est-à-dire que, alors nous, on est une société internationale, donc on a cette obligation aussi de s'appuyer sur l'Europe pour y arriver. Et puis après, j'en conjure, alors je ne vais pas parler des dissolutions ou de la façon dont la politique fait mumuse en ce moment, qui peut être jugée très dangereuse, mais on a besoin de votre aide. On a besoin du support de nos politiques locaux. Alors nous, on n'est pas une entreprise de l'État, donc on est une entreprise privée. Et aujourd'hui, on en appelle aux politiques sur nous aider à avoir une régulation qui soit aussi moins coûteuse. Respecter des normes, ça coûte. Respecter les normes européennes, ça coûte. Respecter les normes européennes plus la petite couche française, ça coûte très très cher. Et en fait, on va perdre une bataille à cause de ça. C'est-à-dire que cette liberté-là, elle est, je ne parle pas de déréguler, c'est pas ce que j'ai dit, parce que je te dois donner de la tête. Ce que je dis, c'est être capable de mettre les surcouches au bon endroit et pas de systématiquement les imposer. Parce qu'autrement, le reste de la communauté européenne, qui n'a pas ces surcouches-là, va aller encore plus vite que nous. Donc c'est un tout. Il est vrai qu'il y a plein d'initiatives. Je pourrais vous citer des chiffres, vous citer des références, mais ça n'a pas de sens en fait. L'Europe est une force, elle doit nous accompagner, nos politiques doivent nous accompagner, faire entendre cette voix, et il faut réguler au bon endroit. Et je parlais du digital omnibus tout à l'heure. Ça peut choquer, mais il y a certains éléments, si on simplifie un petit peu, on n'en sera plus que compétitif. Et je le redis, je ne connais pas une entreprise sur le marché qui est dingue pour aller faire n'importe quoi avec les datas de ses métiers. Ça n'est pas vrai. Il y a une intelligence collective, il y a une intelligence économique qui fait qu'il n'y a personne qui est dingue. Dans l'industrie agroalimentaire, peut-être, mais pour nous faire manger. Certainement pas sur les sujets de la data. Donc voilà, c'est un levier, c'est une force, mais c'est le mot Union européenne qui sera la force. Alors, parce que vous avez parlé d'un point important en disant, finalement, ChatGPT, les gens font n'importe quoi avec, mais c'est le B2C, c'est pas le B2B. Aujourd'hui, on sait que les frontières, elles sont de plus en plus floues. Elles sont dangereuses, les frontières. Ouais, et je voulais justement faire réagir Eric Caprioli là-dessus sur...
l'importance de sensibiliser sur le risque, les risques qu'on prend finalement aujourd'hui à faire un peu tout et n'importe quoi avec ces outils, ces grands modèles de langage, que ce soit à titre personnel ou quand on le fait aussi dans notre cadre professionnel, parce que ce shadow ChatGPT, ça existe aussi. Donc il faut prendre conscience de ces risques. Comment est-ce qu'on peut accentuer ce point, Eric Caprioli, pour peut-être freiner certaines ardeurs? Alors moi, j'ai pris un exemple qui est apparu sur LinkedIn très récemment, qui disait qu'à compter du 3 novembre, donc il y a quelques jours, certaines données des membres pour entraîner les modèles d'IA générative de contenu qui améliorent votre expérience et connectent plus efficacement nos membres aux opportunités. Il était possible de s'opposer à cette initiative dans les paramètres du compte, sous l'application ou sur le site LinkedIn. Il suffit de cliquer sur confidentiel des données et puis d'aller dans données pour l'amélioration de l'IA générative. Là, il convient de décocher la case puisque c'est de l'opt-out, évidemment, puisqu'on nous impose d'enlever, sinon on prend. Décocher donc la case qui est cochée par défaut. Après le 3 novembre, il est encore possible de s'y opposer. Moi, quand je vois ça, parce qu'on l'a tous eu, je pense, sur LinkedIn, pas que moi, mais c'est très important, il y en a d'autres qui l'ont eu, sauf que, est-ce que l'État ne devrait pas dire opt-in et non pas opt-out pour que 98% des internautes ne soient pas pris à donner leurs données, à être pillés. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où nous donnons de la donnée qui nous concerne de manière volontaire, gratuite, pour enrichir les GAFAM et les autres, LinkedIn n'étant pas un GAFAM dans l'exemple que je viens de citer. Mais c'est quand même terrible. Si, c'est Microsoft. C'est Microsoft. Vous pouvez le mettre dans les GAFAM. Peut-être Microsoft le fait, mais ce que je veux dire simplement, c'est que on a des exemples d'opt-out et peut-être qu'il faudrait renverser la tendance ou que la CNIL prenne et le dise très fortement ou que d'autres, l'État, moi je n'ai pas de préférence. Ce qu'il faut, c'est nous protéger le citoyen de base. Tout à l'heure, on a cité le merveilleux Parcoursup. Je pense que tous les parents qui sont ici sont contents de Parcoursup. Eh bien, c'est de l'IA. Eh bien, félicitons notre gouvernement d'avoir fait de l'IA avec un bid explosif. En tant que parent, je l'ai vécu, tous mes amis l'ont vécu, tout le monde le vit. Et c'est un bid général et l'État continue et persiste. Ça, c'est de l'IA qui marche. De l'IA qui emmerde le peuple et de l'IA qui fait que tout le monde est mécontent. Alors moi, j'invite quand même les pouvoirs publics à réfléchir aussi sur la norme. Vous avez parlé de la norme. Norme sur norme. Quand est-ce que la norme, plus la conformité a créé de la valeur? Jamais. Ça ne crée que des coûts, des surcoûts de surcoûts, et on est dans un monde qui va vers la faillite. Parce que nous, Européens, vous l'avez dit, niveau européen, niveau français, pourquoi pas au niveau de la commune, lancer des normes. Si la commune pouvait le faire, elle le ferait. Mais bien sûr, parce que nos politiques ne savent faire que ça, inventer, créer des normes et des normes. Alors moi, je vis de la loi, je vis des normes, parce que le juriste, c'est son business. Ben, je peux vous dire une chose, même spécialisé, on n'y comprend plus rien parfois. Non mais je le dis, et vos avocats n'y comprennent plus rien, vos juristes en interne n'y comprennent plus rien. Quand vous prenez rien que les interférences entre le RIA, le RGPD, le Data Act, le Data Governance Act, rien que ça, et je mets de côté toute la cybersécurité, ben moi je vous invite à vous y pencher. C'est un bourbier infernal, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un guide de survie pour sortir des sables mouvants, vous êtes mort. Et moi, je le dis à nos amis juristes et aux autres, vous êtes dans un monde qui va vers glou, 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 c'est-à-dire sous le sable mouvant. Alors, quand on est au milieu de cette conversation, chère sénatrice, on se doit d'apporter je précise quand même une petite réponse du rôle du politique.
Oui, en effet, on a un énorme sujet. Tout à l'heure, je disais la régulation, c'est une bonne chose. Effectivement, l'empilement des régulations, et ça c'est aussi, c'est pas que sur la donnée, c'est aussi un mal français et aussi européen. Parfois, ça devient trop complexe, ça devient inapplicable, ça devient illisible, etc. Donc, il y a quand même besoin d'avoir une régulation qui assure un cadre légal clair et protecteur. Et donc, il y a aujourd'hui quand même un besoin de regarder l'empilement des régulations et de chercher les simplifications qui permettent justement la bonne application dans son esprit de ces régulations, parce que au bout d'un moment, ça devient contre-productif. C'est-à-dire que quand on régule, on veut trop réguler, finalement, on aboutit au résultat inverse de ce qu'on espérait. Donc, il faut que la régulation soit intelligente elle-même. Donc ça, c'est un sujet. Et effectivement, il y a un cadre général européen. Il y a aussi la manière dont ça doit se décliner par rapport aux droits qu'on a dans chacun des pays européens pour que ça s'applique intelligemment. Et donc, on a aussi là un sujet, et effectivement, ici, de travailler avec la CNIL en France, par exemple, sur exactement ça. Par exemple, les opt-out par rapport aux opt-in, ça peut être un sujet où on peut avoir besoin d'une législation nationale qui précise et qui éclaircit les choses pour chacun, parce qu'on a besoin à la fois de protéger les données, mais aussi et les algorithmes, mais aussi d'assurer justement la bonne utilisation de ces données, l'utilisation transparente, ou s'assurer quand ce sont des données qui peuvent être de l'open data, d'avoir un cadre clair sur la manière dont on les collecte et dont on les met à disposition. Et à l'inverse, quand ce sont des données qui peuvent avoir un intérêt public, comme par exemple des données de santé, mais qui sont souvent collectées par des organismes privés, par exemple les laboratoires, il faut aussi qu'on discute de comment est-ce que on travaille à la mise en commun de ces données sans pour autant donner l'impression qu'on dépouille des entreprises de données qu'elles ont aussi collectées, mais qui ne leur appartiennent pas complètement, totalement, parce qu'elles appartiennent aussi aux patients, voilà, aux personnes qui sont concernées. Donc tout ça, ce sont des sujets qui sont extrêmement délicats et sur lesquels il faut pouvoir travailler pour qu'on puisse avoir des IA qui s'entraînent sur des données fiables, sur des données, sur des bases les plus larges possibles, les mieux qualifiées possibles, et qui soient utiles au plus grand nombre et à toutes les entreprises publiques ou privées qui peuvent avoir à les utiliser, à développer des applicatifs d'intelligence artificielle. Et donc, pour ça, il faut vraiment... Il y a un travail encore qui est devant nous sur ces questions-là. Vous parliez de souveraineté, du fait que c'est un mot un peu controversé. Moi, il y a bien sûr cette question de la souveraineté numérique. Alors j'ai pas terminé, mais j'ai commencé à la lecture d'un rapport de l'Institut Tony Blair qui vient de sortir sur un plan qui propose pour la compétitivité européenne sur l'IA, qui est très intéressant et où il rappelle justement que la question de la souveraineté, souvent c'est très très mal compris, et que ça peut pas être l'idée qu'on doit tout faire absolument pour être souverain, on doit tout faire au niveau national. Ça n'a aucun sens. Et même au niveau européen, on doit absolument déjà, je pense que pour l'essentiel, c'est le maillon européen qui est le bon maillon pour la plupart des grands investissements pour avoir des structures de cloud où on décide quelles sont les données qui sont les données ultra sensibles, qui sont les données qui sont d'intérêt national ou européen, qui doivent être sur le cloud, des clouds dont on a la maîtrise, donc sur le territoire européen, sur la question de développer un écosystème d'entreprises qui puissent, sur les différents maillons de la chaîne de l'IA, que ce soit au niveau des processeurs, de la production des processeurs, jusqu'à la production des applications, que ce soit autant que possible des entreprises qui soient européennes ou qui ont des capitaux largement levés au niveau européen. Mais la vérité, c'est que la souveraineté, c'est surtout justement savoir contrôler. On ne pourra jamais avoir des choses qui sont 100%, même clairement pas français, mais même 100% européen. La question, c'est qu'on ait le contrôle des leviers essentiels qui assurent les questions d'éthique, les questions de sécurité, les questions de confiance.
Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut pouvoir se concentrer. Et c'est là où le politique doit prendre tout son rôle et où on a un énorme déficit, effectivement, au niveau européen. Parce qu'il y a des prises de conscience, il y a une conscience du problème puisqu'on a fait l'IA Act. Mais après... on n'a pas la suite, on n'a pas les investissements massifs pour être compétitif sur les investissements, les écosystèmes publics-privés. Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'argent dans le privé, mais il y a aussi beaucoup d'argent dans le public, même s'ils ne le disent pas. Il y a beaucoup de coopération publique-privée. Ça, on ne le fait pas au niveau européen et entre les pays européens. Il y a des synergies entre la France et l'Allemagne, par exemple, mais il y a moins au niveau global européen. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dessus. Pour les investissements, pour donner une stratégie globale. En France, il y a l'INRIA qui a commencé à prendre ce rôle d'être un acteur stratège, qui a des contacts avec d'autres organismes européens, mais on a vraiment besoin d'avoir une vraie volonté politique, une vraie ambition politique et une structuration de cette coordination pour qu'on puisse garantir les questions d'équité, de transparence, d'éviter les abus, les biais discriminatoires, qu'on ait des algorithmes qui soient auditables, qu'on ait des mécanismes pour tester. En fait, c'est la mise en œuvre de l'IA Act aussi, c'est les bacs à sable, etc. Donc, c'est pouvoir tester, c'est pouvoir avoir des protocoles de test qui permettent de garantir vraiment cette... d'avoir le chemin d'une IA de confiance qui soit identifiée comme la valeur ajoutée européenne. Alors, IA de confiance, vous avez parlé d'INRIA qui pilote d'ailleurs justement un nouvel institut autour de la sécurité de l'IA au niveau européen. L'IA de confiance, est-ce que ça doit devenir un label? Est-ce que ça pourrait aider d'avoir ce label IA de confiance pour construire cet écosystème compétitif européen? C'est à moi de répondre. Bah oui, par exemple. Ça fait longtemps qu'on vous a pas entendu. Ça fait longtemps. Alors, brutalement, la réponse, oui. Un label, ça pourrait aider. On l'a vu dans d'autres secteurs d'activité. C'est un avantage compétitif à condition qu'il ne soit pas obligatoire. Sinon, ça devient une norme et ça alourdit. Donc, il ne faut pas non plus se tirer des balles dans le pied. À l'inverse, quand vous avez des certifications ISO 27001 qui ne sont pas obligatoires pour la plupart des entreprises, pourtant c'est une marque de confiance lorsque un client regarde pour choisir tel ou tel produit reposant sur la chose numérique. Donc le label peut être un excellent levier pour apporter une couche de confiance supplémentaire aux entreprises qui auront fait la démarche d'apporter les preuves significatives de leur explicabilité de l'IA, de leur infrastructure strictement européenne ou strictement française. Ça peut se traduire aussi dans les contrats. On a aujourd'hui, alors DocaPost, on est bien placé pour en parler, nous avons des contrats dans lesquels nous nous engageons à ce que la donnée ne soit jamais utilisée, que ce soit des données froides exclusivement. Et c'est ce qu'achètent, en plus des autres features, nos clients. Donc il y a beaucoup de leviers que l'on peut adresser. Et pour faire la boucle avec la table ronde précédente, le levier du label est à explorer. À mon avis, il faut qu'il soit au niveau européen si on veut, encore une fois, être à la bonne maille pour être un bon compétiteur face aux 3 autres plaques. Parce que sur le Secnum Cloud, par exemple, on a décidé de le faire au niveau national, puis européen. Vous pensez que non, il faut passer directement à l'échelle européenne? Alors, je laisserai l'esprit politique s'exprimer sur la meilleure méthode et le meilleur alignement entre directement à l'Europe ou d'abord en France. Pour moi, les deux voies sont à explorer. On l'a vu effectivement sur le Secnum Cloud, qui, nous l'espérons, va devenir l'IUCS+, croisant les doigts, selon les directives que nous avons pu proposer à l'Europe. Par contre, donc sur cette maille européenne, on est tous d'accord. Sur le label, ça peut avoir une incidence. Je vous rappelle que le RGPD était une cible sur laquelle tiraient à boulet rouge les GAFAM en 2017. Et en 2018, c'est 2018 l'application du RGPD. 2018, En 2018, lorsqu'il a été mis en application, eh bien 2 ans plus tard, vous aviez une vingtaine d'États américains qui avaient fait un copier-coller en disant finalement c'est un cadre plutôt intéressant, donc on va le mettre à l'échelle de nos États.
Donc ces labels, ils apportent de la confiance et on voit bien que même ceux qui tirent dessus à boulet rouge finissent par l'adopter pour eux-mêmes parce que ça apporte de la confiance pour l'ensemble des acteurs. La difficulté, c'est que les voix qui s'expriment sont les voix qui ont des intérêts. Or, une réglementation, un label, le RGPD, ça permet de créer un terrain de jeu sur lequel tout le monde va pouvoir s'exprimer et sur lequel tout le monde va pouvoir être en confiance. Et c'est ça qu'on oublie, puisque quand les GAFAM sont, alors juste entre parenthèses, à la Commission européenne, le plus grand volume de lobbying, c'est les 3 préempteurs des 70% du flux financier lié au cloud. Fermons la parenthèse. Peut-être que là aussi, on pourrait se réveiller un petit peu dans ce domaine-là. Je referme la deuxième fois la parenthèse. Et je reviens à mon propos qui était de lier à la table ronde précédente les leviers. Moi, ça fait très longtemps que je milite auprès de ceux qui veulent m'écouter. Et on est en pleine période budgétaire, donc ça va avoir un petit peu de sens encore plus aujourd'hui. Je dis aux membres du gouvernement que je peux rencontrer, supprimez les subventions. Arrêtez les subventions. Je ne m'arrête pas là. Hein. Virgule, remplacez-les par la commande publique. Parce que 1 euro de subvention, et ça ce sont des études qui ont lieu quasiment chaque année, 1 euro de subvention génère un rendement pour l'État de 0,8, 0,9 et génère 1 euro de chiffre d'affaires pour l'entreprise qui récolte la subvention. 1 euro de commande publique, c'est entre 5 et 7 euros de chiffre d'affaires et un rendement de 130 à 140 pour l'État. Donc on est sur 2 mondes très différents. Et donc je réitère, puisque vous êtes là, Madame la sénatrice, cette proposition de supprimer toutes les subventions pour les remplacer. Donc on est à ISO-budget. Je sais que ce n'est pas vous qui gérez le budget, mais j'en profite. Pour les remplacer par de la commande publique, qui est un levier qu'utilisent les 3 autres plaques. Faut pas se leurrer, hein, que ce soit en Chine, c'est un peu particulier, aux US et en Asie-Pacifique. C'est ce levier de la commande publique qui est activé systématiquement. Donc, label, le levier de la commande publique, voilà déjà 2 initiatives qui pourraient avoir un effet de levier important sur la compétitivité européenne. Pour une IA de confiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup.